Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 7 Info de ce dimanche 11 octobre 2020. Nous allons parler de politique, notamment de la présidentielle avec la liste provisoire des candidats. Ils sont 14 retenus à mi-parcours du processus de sélection législative aussi dans cette édition, principalement le choix des candidats qui provoquent des remue-ménages au sein des états-majors des partis, accompagnés parfois de démissions fracassantes dont la dernière en date est celle de Nathanaël Ouedraogo de l'UPC. On analyse tout cela sur ce plateau tout à l'heure avec Siaka Koulibaly. Il sera également question ce soir de déclaration d'impôts des futurs élus. On évoquera notamment le terme de quitus fiscal. De quoi s'agit-il exactement et en quoi devrait-il être une pièce obligatoire pour les candidats? Tidiane Kaboré, notre consultant fiscaliste, viendra répondre à ces questions et éclairer notre lanterne. Notre dernier invité, Tahirou Traoré, coordonnateur de la coalition Éducation pour tous au Burkina Faso, avec ce programme très ambitieux, le PIGEC 2 en matière d'éducation, une éducation de qualité et inclusive pour tous, surtout dans des zones très difficiles où les inégalités sont un fort marqueur. Voilà ce que cette association promeut. Le 7 Info, c'est parti. Tout de suite, retour sur l'actu. Après un premier tri effectué par la CENI, 14 candidats ont été retenus provisoirement pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Une liste provisoire dévoilée le 8 octobre par la Commission électorale nationale indépendante. Rémi Lambert-Nébier. Moins d'une semaine après la clôture des dépôts des candidatures à l'élection présidentielle, la CENI a effectué son tamisage. 14 candidatures sont provisoirement retenues et 9 sont recalées pour dossiers incomplets. Toutes les candidatures qui n'étaient pas conformes, par exemple quand vous n'avez pas le reçu de la caution, quand vous n'avez pas un document, parce que la loi liste les documents constitutifs du dossier. Si le 2 octobre, à 23h59, vous n'aviez pas pu donner un de ces documents exigés par le code électoral, évidemment, ce dossier ne peut pas être validé. Selon le président de la CENI, le dossier de chaque candidat a été décortiqué en sa présence. Les candidats les plus attendus franchissent cette étape. Ce sont entre autres Zéphirin Diabré, Roch Kaboré, Edi Komboyoko, Tahirou Bari, Gilbert Noël Ouedraogo, Kadri Désiré Ouedraogo, Yacouba Isaac Zida et la seule candidate retenue, Yeli Kam. Cela nous réjouit, mais on peut aussi dire que c'est sans grand étonnement quand on sait tout le soin qui a été mis dans la confection de ce dossier de candidature. Ma candidature a été validée au niveau de la commission de validation en première instance. Maintenant, il apprendra au Conseil constitutionnel de statuer définitivement là sur mon sort. Après le coach raté de 2015, où le peuple avait demandé des élections libres, transparentes et inclusives, cette année, il y a l'inclusivité. Il y a une élection libre, transparente, qui prépare une élection apaisée. Des candidats qui se préparent à entamer la dernière ligne droite. Pendant ce temps, ceux qui sont éliminés crient à l'injustice. Ils dénoncent particulièrement deux dispositions du code électoral, telles que la caution de 25 millions de francs CFA et le système de parrainage. L'expérience que j'ai eue ici, je constate qu'on n'a pas besoin d'un président intègre. Quel que soit, il suffit seulement d'avoir les moyens. Même si c'est, comment on appelle ça, vous avez eu les 25 millions ou les 1 milliard pour battre campagne, on ne demande pas l'origine de ces fonds. On vous permet, même si vous avez volé, on ne demande pas ça. Il faut 50 parrainages minimum. Vous avez vu des partis qui viennent avec plus de 170 parrainages et d'autres qui ne pouvaient pas avoir. Comment on se fait parrainer par des élus qui sont d'autres partis si tu n'es pas du parti? Donc je pense qu'il y a des vices, il y a des problèmes de fond même dans la sélection des dossiers de candidature. Au sein des candidats encore en course, on est divisé sur la question. Les dispositions comme le parrainage, la hauteur, le montant de la caution ont été des obstacles pour certains candidats. Et nous souhaitons qu'à l'avenir, on allège pour permettre à tout Burkinabé qui veut
diriger ce pays sérieux et qu'il puisse candidater. Si votre dossier remplit les critères fixés par la loi, vous êtes validé. Si c'est le contraire, vous êtes invalidé. Donc il n'y a pas beaucoup de débats. On applique la loi et on avance. Si on ne peut pas réunir ces conditions qui sont, j'allais dire, millimanes, il me paraît difficile que l'on puisse prétendre à cette fonction-là. Je pense que la loi n'a pas été écrite au hasard. C'est un peu ces considérations qui ont amené à inclure ces dispositions, notamment les questions de parrainage, les questions de caution, pour qu'on s'assure aussi que le candidat repose sur une certaine envergure. Et ça me paraît donc tout à fait normal. La liste des 14 candidatures retenues est provisoire. Il reviendra au Conseil constitutionnel de valider la liste définitive dans les prochains jours. Pendant ce temps, les candidats recalés peuvent faire un recours devant le Conseil constitutionnel. Retour sur ce plateau et me tourne vers vous, Siaka Coulibaly. Comme on peut le voir, il y a eu déjà un premier tri, 14 candidats retenus. Jusqu'ici, on peut dire que la Commission électorale nationale indépendante est dans son rôle. C'est quasiment un sans faute. Oui, en tout cas pour ce qui concerne la CENI, je crois qu'elle a eu le beau rôle ici d'appliquer les dispositions du Code électoral et a pu ainsi procéder au tri, lequel tri donc, soulève également un certain nombre de questions, comme l'ont dit ceux qui ont été recalés. Également, ceux qui ont pu déposer aussi se félicitent d'avoir pu le faire, ce qui voudrait signifier que ce sont des représentants d'organisations solides qui peuvent les porter effectivement à la magistrature suprême. Mais ceci dit, si on pose la question de la conditionnalité et qu'on y va jusqu'au fond, c'est là où il faudrait intégrer toute la dimension du personnage qui représente le chef de l'État dans un pays, un État de droit. Vous avez vu entre-temps la question donc, de la conformité avec la SE qui s'est posée brièvement. La CENI a essayé de sursauter, mais c'est une question de fond. Il y a que dans les républiques avancées, ce n'est même pas seulement la question de la corruption qui est posée, l'origine des fonds qui est posée. Il y a la question des impôts. Est-ce que depuis que vous êtes entré en fonction, vous avez effectivement acquitté tous vos impôts? On remontera jusqu'au bout pour vérifier tout ça. Donc ceux qui pensent même être conformes à la réglementation pourraient même avoir des difficultés. Et ce n'est pas seulement les impôts, il y a tous les aspects des droits qui sont dus aux citoyens que vous devez avoir accomplis depuis le début. Est-ce que, par exemple, vous n'avez pas employé une jeune fille et vous ne l'avez pas sous-payée? Donc tout ça, ce sont des questions discriminatoires des candidatures. Mais on n'en est pas encore là. Je pense que les jeunes qui ont essayé de déposer ont soulevé des questionnements autour donc de la candidature et qu'après les élections, on va certainement y revenir pour voir comment est-ce qu'on profile la candidature pour la magistrature suprême dans notre pays. Mais le premier remarque qu'on peut faire à ce stade du processus de sélection, c'est qu'il n'y a pas eu de protestation assez vive au sein des candidats et même au niveau des candidats et même au sein des partis politiques. Tout cela s'est fait dans un climat relativement apaisé quand on sait les revendications houleuses qui ont eu lieu avant que le processus ne démarre. On se dit que, en fin de compte, ça se passe bien. Oui. Si on prend le cas précis du CDP, où il y a eu pas mal de remous, vous vous rappellerez qu'ici même j'avais dit que le moment où les contradictions ont commencé, c'était une bénédiction pour le parti, parce que c'était un an avant qu'on en arrive aux candidatures. Donc les problèmes ont eu lieu, se sont résolus, et ont facilité la voie à un des candidats qui finalement a pu se Je précise un peu ma question. Je ne parle pas des soubresauts au sein des partis politiques, mais je parle des récriminations que certaines formations politiques, avaient eu des récriminations envers la CENI, en parlant de la liste électorale. C'était devenu un débat un peu houleux, mais on se rend compte, en fin de compte, que les choses se sont vraiment apaisées, qu'il n'y a pas de protestation vive. Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que les problèmes sont survenus assez tôt. Et
ils ont eu le temps de les aplanir avant qu'on en arrive à la phase cruciale. Ce qui fait qu'effectivement, depuis peut-être 5-6 mois, il n'y a quasiment pas de contradiction majeure, sauf la question de l'audit et du fichier électoral qui a été soulevé entre-temps et qui non plus n'a pas été une polémique, puisque la CENI a intégré la question. Il est prévu du 7 au 23 l'audit du fichier électoral par des équipes internationales qui vont le faire. Donc, hormis ça, il n'y a pas de contradiction majeure, parce que, en fait, le système électoral du Burkina Faso est assez, je pense, bien conçu. Il y a peu de difficultés réelles, en fait, depuis qu'on a franchi l'étape du fichier biométrique. En 2012, l'essentiel des difficultés est résolu. Ce qui fait que finalement, bon, c'est des petites questions qui surviennent de temps en temps, mais qui sont faciles aussi à résoudre. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les difficultés qu'il y a eu au sein des formations politiques avant que le processus ne démarre. Il faut dire que si à la présidentielle, la désignation des candidats s'est faite naturellement, relativement avec un minimum de consensus, pour les législatives, on en est encore très loin. Le processus de sélection a provoqué beaucoup de grincements de dents, fait de nombreux mécontents, des démissions aussi, souvent avec fracas cette semaine. C'est Nathanaël Ouedraogo qui a démissionné de l'UPC. Pourquoi? On l'ignore pour l'instant, mais le président de l'UPC a tenté de donner quelques explications. C'était hier en marge des deuxièmes journées parlementaires du groupe parlementaire UPC. On écoute Zéphirin Diabré. Oui, c'est possible si quelqu'un n'a pas été retenu ou a été battu démocratiquement par une primaire et qu'il pense que peut-être qu'il n'a plus rien à gagner. Il peut être amené effectivement à avoir ce genre de comportement. Ce n'est pas uniquement à l'UPC qu'on a ça. On a ça aussi ailleurs. Donc c'est un phénomène qu'il faut comprendre, que l'on regrette, puisque pour nous, si tu as perdu, tu dois te préparer pour revenir la prochaine fois et remporter. Il fut un temps où, en 2000, des années passées, le président du parti et le bureau politique, d'une certaine manière, désignaient les gens. Mais les partis aussi évoluent avec leurs règles internes. Et surtout les jeunes, là, aujourd'hui, ils poussent fort pour imposer que la démocratie prévale. Et c'est ce qui s'est passé dans certains endroits où vous voyez ces résultats-là. Et vous connaissez bien les personnes qui ont été élues par la base. Seka Coulibaly, on vient d'entendre les explications qu'a tenté de donner le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, sur la démission de Nathanaël Ouedraogo. Il faut peut-être rappeler qui est Nathanaël Ouedraogo. Nathanaël Ouedraogo, c'est 10 ans pratiquement au sein de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. 3e adjoint au maire de Ouagadougou, au compte de l'UPC, secrétaire général de l'UPC Kadiogo, vice-président de la région du centre de l'UPC et surtout directeur national de campagne de Zéphirin Diabré à la présidentielle de 2015. On peut dire que ce n'est pas n'importe qui claque la porte quand même. C'est vrai. C'était une figure de proue au sein du parti UPC et qu'il en soit arrivé à démissionner. On peut penser que c'est dommage, surtout pour sa carrière politique notamment, même si lui sait très bien qu'est-ce qu'il fera par la suite. Mais je conviens presque avec le président du parti l'UPC pour dire que les législatives, c'est le moment par excellence où se joue la représentation. C'est-à-dire que le groupe qui désigne un député doit se sentir représenté par l'individu qui les représente. Et il est très difficile de contourner cet élément-là. C'est pour ça que les partis qui veulent se conformer à la démocratie interne procèdent à des législatives, à des primaires. Et à l'issue des primaires, on a le rapport des forces politiques réelles dans la circonscription donnée. Bon, malheureusement, cela n'a pas été en faveur de M. Nathanaël Ouedraogo, qui a fait beaucoup pour le parti. Il y a certainement des contradictions politiques internes qui ont justifié que la base ne lui ait pas été reconnaissante, si bien que finalement il doit quitter son parti. C'est quand même une figure emblématique de l'UPC qui claque la porte à la veille des élections présidentielles et législatives. Est-ce que cela ne fait pas un peu désordre au sein de l'UPC? Oui, mais bien sûr, sur le plan de l'image, c'est clair que ça joue. Ça va jouer. Et surtout qu'il part, vraiment, on sent qu'il part avec beaucoup de frustration. Il a posté sa lettre de démission, je vais vous en lire quelques lignes. Il dit « Je quitte à mon corps défendant cette maison que j'ai participé à construire,
avec honnêteté et abnégation, en sacrifiant souvent ce qui m'est cher. Pour la patrie, nous avons lutté durement dans la joie, dans les peines, dans la pesanteur du danger, humant allègrement les gaz lacrymogènes. Et il ajoute, cependant, pour l'amour du parti, je ne réunirai jamais mes valeurs morales et religieuses au risque de perdre mon âme. On sent qu'il y a un message qu'il donne, soit aux militants du parti, ou peut-être à quelques personnes au sein du bureau politique, ou même à tous les Burkinabés. C'est sûr. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qu'on va retrouver sur la scène. Même si les législatives, c'est un peu raté pour lui, mais il y a encore les élections municipales en 2021. Donc c'est tout à fait possible qu'après avoir passé 5 ans dans le conseil municipal de la ville de Ouagadougou, il puisse se faire un petit fief électoral, ne serait-ce qu'un arrondissement. Donc c'est clair qu'il ne va pas abandonner la politique définitivement, sinon il l'aurait dit dans sa lettre. Donc c'est un monsieur qu'on va retrouver certainement. Mais c'est clair que dans le parti, c'est normal que ça fasse des ordres sur le plan de l'image, et surtout à une phase cruciale comme ça, où l'UPC, son candidat, essaie de rattraper le coup raté de 2015, où ils étaient si proches de prendre la magistrature suprême, mais ils n'ont pas pu. C'était le moment où ils avaient besoin de toutes les ressources internes du parti. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire, mais je pense que du fait que ça s'est passé par des primaires, c'est beaucoup plus sain pour la suite que si ça avait été un arbitrage au niveau du parti au sommet. Mais on sent tout de même beaucoup de frustration dans ces dires, dans ces lignes qu'on vient de lire. Il a dit qu'il a mis 10 ans avec les autres pour construire le parti. C'est tout à fait normal qu'il ne quitte pas comme ça allègrement le parti. Est-ce qu'il ne reproche pas une forme peut-être d'égoïsme? Il le dit, je lis une dernière phrase dans sa lettre de démission, il dit « Je porterai en moi la foi en Dieu et aussi de croire que tous les hommes ne sont pas méchants ou égoïstes. » C'est quand même fort. Utiliser les mots « tous les hommes ne sont pas méchants et égoïstes ». Est-ce que ces mots-là, ils sont adressés à une personne particulière au sein du parti? Non, c'est sûr. C'est sûr. Je suis quasiment certain que ça s'adresse à certaines personnes. Qui, par exemple? Maintenant, je n'ai pas suffisamment étudié la question pour savoir de qui il pourrait s'agir. Parce que si, comme je me suis laissé dire, ça s'est passé par les primaires, à moins que quelqu'un ait donné des instructions, c'est quand même la base qui s'est exprimée. Même si on sait que ce n'est pas une base ouverte, comme ça pourrait l'être, c'est quand même un collège électoral désigné. Ce sont les élus locaux, ce sont les élus nationaux, ce sont les chefs de section, etc., etc. Donc c'est quand même le personnel politique de premier plan du parti qui a procédé aux primaires. Et c'est tout à fait possible que les contradictions politiques qui ont eu lieu dans les années passées ressurgissent en ce moment précis-là. Si peut-être ça avait été les militants du parti à l'intérieur de la circonscription, c'est possible que Nathanaël aurait eu un autre sort. Donc c'est tout à fait normal qu'il s'exprime de la sorte, en réglant ses comptes, mais peut-être à fleurer moucheté parce qu'il n'est pas expressif ouvertement là-dessus. Peut-être que plus tard, on va entendre de qui il s'agit. Vous avez sorti le mot tout à l'heure, ça sent peut-être le règlement de compte. Oui, c'est possible. Et si c'est le cas, dans les jours à venir, on le saura. Et s'il va valoriser son acte de démission, c'est clair que pendant la campagne, il ne va pas se priver de régler certains comptes avec certains, même si au niveau législatif, c'est sûr qu'il le fera. Voilà. Il faut dire que ce n'est pas seulement au sein de l'UPC qu'il y a ces désagréments. Même au sein du CDP, nous avons appris aujourd'hui qu'au niveau de l'arrondissement 11, une réunion politique qui devait avoir lieu avec des têtes d'affiche, des législatives a fini en queue de poisson avec des bâches qui ont été démantelées par une autre partie. C'est quand même difficile pour les législatives. On sent que là, la tension est forte au sein des partis politiques. On se donne des coups, chacun cherche sa place. Est-ce que cela donne une image sombre de la politique au Burkina Faso, ou bien c'est plutôt le résultat d'une démocratie vivante au sein des partis? C'est très clair qu'à partir de 2015,
on va avoir une autre forme de politique. C'est très clair, pour la simple raison que la configuration politique qui existait avant, celle d'un parti ultra-dominant qui trustait toutes les positions importantes, que ce soit le Parlement, le gouvernement ou les postes importants de l'administration publique, c'était le seul parti dominant qui les occupait, ce qui éteignait en quelque sorte l'agitation politique interne des partis. Aujourd'hui, par exemple en 2015, nous sommes allés avec une élection plate où aucun de ceux qui étaient en liste n'était en poste. C'est-à-dire que le président sortant n'était pas candidat. Donc c'était une élection ouverte. Et déjà à ce moment-là, on a vu venir la vivacité politique interne des partis, surtout au niveau des municipales. Vous avez vu que dès que les municipales ont eu lieu, la mise en place des maires a été très houleuse. Très houleuse, ça se souvient. Et très certainement, si les partis ne mettent pas en place des dispositifs équitables de désignation de leurs candidats, vous aurez encore plus de remous. De plus en plus, la base pousse très fort contre les décisions des Bien sûr. Des la base politiques. ne veut plus se laisser entraîner par les directions, qui généralement ne sont pas très au fait de la réalité sur le terrain. Et rester à Ouagadougou, désigner un tel par amitié ou par copinage, de plus en plus, ça ne va plus pouvoir se faire. Il y a aussi beaucoup de manipulations. Oui, dans les de plus en coulisses. plus, ça ne va plus pouvoir se faire. Et on verra que les bases vont s'affirmer et les représentations des bases dans les postes élevés du parti vont être clarifiées et même les candidatures vont être clarifiées dans le futur. Voilà, cela se fait au niveau des partis politiques, mais aussi au niveau national, au sein pour la présidentielle également. De plus en plus, l'étau se resserre, on essaye de voir clair dans les choses qui se passent. Voilà un peu pourquoi la SELC a demandé que les candidats à l'élection présidentielle puissent justifier la provenance de la caution de 25 millions que les candidats ont déposé pour les candidatures à la présidentielle au niveau de la CENI. Eh bien, il y a l'un des candidats qui s'est prêté au jeu. Il est allé justifier sa caution à la SELC. On regarde et puis on revient. Serein, le président du Vision Burkina, Parti Pacifique, Do Pascal Sessouma, vient de déposer le document justifiant la source de sa caution pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Il est normal qu'une somme aussi importante, il faut qu'on puisse quand même en retracer l'origine. Parce que si vous aspirez à devenir président du Faso, vous devrez être capable quand même de montrer patte blanche en pareille circonstance. Il faut qu'on sache d'où vient cet argent. Si quelqu'un l'a payé, qu'on puisse justifier c'est qui a payé. Si c'est quelque chose qui vient de tomber du ciel, peut-être que le ciel il est juste à côté. Mais il est normal que si vous aspirez quand même à la fonction présidentielle, que vous soyez capable quand même de montrer que quand même vous êtes propre, comme on dit entre guillemets. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, de son côté, explique cette demande formulée à l'endroit des candidats à la présidentielle du 22 novembre prochain. Un justificatif qui n'existe pas dans le code électoral. Il y a surtout l'article 8, 9e tiré de la loi organique qui dit que l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption est chargée de développer toute action visant à prévenir la corruption dans les processus électoraux. Il est vrai que, selon le code électoral, nous n'avons pas un pouvoir de validation des candidatures au vu de ce que nous allons trouver. Mais nous allons reverser les déclarations qui ont été faites au Conseil constitutionnel, qui, lui, a la possibilité d'en tenir compte dans sa validation. Comme l'ancien journaliste Do Pascal Sessouma, les autres candidats sont attendus à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption avec leur justificatif de la source des 25 millions de francs CFA de caution. Alors, Siaka Coulibaly, première question, est-ce que l'ASELC est dans son rôle ici? Tout à fait. Comme il a expliqué, il y a des dispositions dans la loi organique qui leur fait obligation de vérifier à tout niveau quelle est l'origine des sommes. D'autant que c'est une loi organique qui est d'application générale.
C'est-à-dire que tous les domaines où la SCE sent qu'il est nécessaire de vérifier, il a le pouvoir de le faire. C'est vrai que nous avons manqué, et c'est peut-être ces reproches qu'il faut faire à la SCE-LCE. Il y a eu plusieurs modifications du code électoral. Ils auraient dû insister pour qu'on inscrive un tiret, un alinéa sur la question de cette validation à travers l'origine des fonds qui sont utilisés pour faire non seulement la candidature, mais même après pour les campagnes. Les campagnes, oui. Dans certains pays. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Non seulement c'est dans la loi, au niveau de la loi organique de la SCE-LCE, mais c'est surtout parce qu'au Burkina, nous avons opté pour le financement public des activités des partis politiques. Ce que ça signifie, c'est pour éviter que des groupes d'intérêt ne prennent en otage les processus. Et influencer les résultats. C'est un choix qu'on a fait. Il y a des pays où on laisse les gens s'organiser sans vérifier qu'est-ce qui se passe, les gens cotisent. Comme aux États-Unis, par exemple. Les entreprises donnent de l'argent, même au Ghana, c'est pas. Les entreprises donnent de l'argent, etc., etc. Ici, nous, on a fait le choix du financement public des activités. Cela veut dire qu'on ne veut pas que des sources illicites ne viennent influencer le processus. Et c'est dans ces cas-là que la demande de l'ASE devient valide. J'ai vu beaucoup de gens s'exprimer en disant oui, si c'est juste, mais c'est normal. Parce qu'il y a de l'argent public. Pour être cohérent avec notre système juridique, il fallait le faire. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont manqué de faire figurer dans le code électoral, mais comme il a dit également, ce n'est pas fini. Vous savez que la CENI n'est qu'une première étape de validation. Le Conseil constitutionnel va plus au fond et vérifier un certain nombre d'éléments. Et après ça, vous verrez encore qu'il y aura des grincements dedans. Mais très certainement. Cela dit, aucun candidat n'est obligé de déposer ou bien de compléter ces dossiers au niveau du Conseil constitutionnel en montrant peut-être un reçu pour justifier sa caution. Oui, la loi ne le dit pas. Le contrôleur général d'État l'a dit. Eux, ils reçoivent les justifications et ils vont reverser. Celui qui n'a pas, par exemple, de justification, le Conseil peut très bien annuler sa candidature. Sur quelle base? Parce qu'il n'a pas justifié ces 25 millions. Non, mais il n'y a aucune loi dans le code électoral qui oblige le candidat à justifier la source de sa caution. Oui. Donc, on ne peut pas annuler... La loi organique dont parle le contrôleur général d'État, c'est une loi du Burkina Faso. Oui. C'est une loi organique qui s'impose aux lois ordinaires. Le code électoral n'est pas une loi organique. C'est une loi ordinaire. Donc, quand on fait le classement des lois, la loi organique vient au-dessus de la loi ordinaire. Donc, le Conseil constitutionnel peut très bien s'appuyer sur la loi organique pour vérifier ça. Donc, vous êtes en train de dire qu'après avoir statué sur les dossiers, le Conseil constitutionnel peut recaler, retoquer une candidature parce qu'il n'y aurait pas la justification de la caution des 25 millions. Le Conseil constitutionnel peut aller au-delà même de la caution pour voir d'autres aspects. La conformité de votre patrimoine, enfin, je ne sais pas moi. Supposons qu'une information arrive indiquant que quelqu'un parmi les candidats a un lien avec les terroristes. Vous pensez qu'on doit laisser parce que ce n'est pas écrit dans le code électoral? Non. Le Conseil constitutionnel est là pour vérifier justement l'intégrité des candidatures. Donc, il a le loisir d'appliquer. Vous parlez d'intégrité des candidatures, vous me passez la balle, c'est en même temps aussi intégrité au niveau du paiement des impôts. Voilà. Et je vais me tourner maintenant vers Tidiane Kaboré, notre consultant fiscaliste. Tidiane Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Alors, de plus en plus de voix s'élèvent aujourd'hui dans l'opinion publique pour exiger que les futurs élus montrent leur déclaration d'impôts. Vous comprenez cette exigence de la population? C'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Et je voudrais d'abord remercier la rédaction pour l'intérêt que vous portez à cette thématique. Alors moi, je répondrai par l'affirmative, c'est tout à fait normal. Vous avez vu que sur la toile, à travers les panels qui se sont présentés ces derniers temps, vous êtes journaliste également, vous avez assisté à beaucoup de panels, cette question revient, la question du quitus fiscal. Alors, donc, c'est quoi le quitus fiscal? Je suppose que c'est ce que vous voudrez d'entrée de jeu en fait savoir. Bien sûr, pour nos téléspectateurs. Il y a plusieurs appellations. Ça veut dire que vous allez prendre des pays où on va parler d'attestation de régularité fiscale. Il y a des pays où vous allez entendre parler de quitus fiscal. Il y a des pays où vous allez entendre parler d'attestation de situation fiscale. Alors, le quitus fiscal dont la population est en train de parler en ce moment, c'est tout simplement un document
qui est délivré par l'administration fiscale, c'est-à-dire les services des impôts, pour montrer tout simplement que les candidats sont à jour des paiements des impôts, des taxes et des droits des douanes. Parce que quand on parle en fait de la fiscalité, il faut aller plus large. Voilà justement. Comme pièce à joindre en fait à tout poste électif. Si vous voulez que ce soit la présidentielle, que ce soit en fait les élections législatives, que ce soit les élections municipales. Voilà, pour montrer tout simplement que vous êtes un bon citoyen. Vous voyez bien sûr que vous et moi, si nous nous levons aujourd'hui pour aller arranger des papiers de parcelles, je vais parler simplement, on va vous demander par exemple de joindre la quittance de paiement de la taxe de résidence sur les 3 dernières années et l'année en cours, alors que nous ne sommes que des simples citoyens. Pourquoi quelqu'un qui veut diriger tout un pays, quelqu'un qui veut être un élu national, quelqu'un qui veut être un maire, on ne lui demande pas par exemple en fait, de présenter ce genre de documents? Vous trouvez ça normal? Les populations sont dans leur droit de demander cela. Seka Coulibaly? Oui. Vous trouvez que c'est une anomalie aussi? Non, je n'ai même pas besoin d'ajouter. Ce qu'il a dit, c'est tellement limpide. C'est vrai que chez nous, on a quand même une sous-administration de la fiscalité, pour des raisons objectives. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas assez de personnel, etc. C'est pour ça que certaines matières restent non couvertes. Et on a l'impression qu'on est dans la normalité. Mais il y a des pays où vous ne pouvez pas échapper à un copec du fisc. Ce n'est pas possible. Là où ils ont atteint un niveau d'administration maximale de la fiscalité, bien organisé. Tout est bien organisé et tout est bien suivi. Chez nous, on a encore des fenêtres d'échappatoire où, bon, c'est pour cela que quand la SEE commence à poser des questions, il y a des grincements dedans. C'est l'esprit que les gens ont vis-à-vis de l'impôt qui se révèle à travers les débats qui ont eu lieu sur la question que la SEE a posée. Or, de plus en plus, nous serons obligés d'avancer vers cette exigence-là, de sorte qu'un jour, vous allez voir qu'on n'aura même pas des candidats. Parce que les gens auront été recalés, etc. Quand vous voyez aux États-Unis, il n'y a que 2 candidats, vous pensez que c'est quoi? C'est ça. Mais ce quitus fiscal-là, pourquoi il n'est pas aujourd'hui obligatoire pour les candidats? Non, il est obligatoire. C'est la façon de l'administrer peut-être qui pose problème, à mon avis. Tout simplement parce que ce n'est pas inscrit encore dans le code électoral. Justement, mais c'est des lois de l'État. Ce que je suis en train de vous expliquer, ce sont des lois de l'État. C'est-à-dire les administrations fiscales, bon, chez nous, elles sont un peu timides, je crois. Mais il y a des pays où ils débarquent dans des endroits comme ça pour vérifier les choses. Je pense qu'ici, à BFM, vous avez dû avoir des descentes de fisc. À plusieurs reprises. C'est leur droit. Mais la question que je pose, et la question que peut-être les téléspectateurs se posent, c'est pourquoi, au niveau du code électoral, il n'est pas inscrit noir sur blanc, cette obligation de quitus fiscal. Parce que le code électoral, jusqu'à présent, le processus de sa révision est réservé à la classe politique. À l'Assemblée nationale. À la classe politique. À la classe politique, oui. Parce qu'il y a des débats dans les partis qui s'entendent un peu sur ce qu'on va mettre. Et les partis représentés à l'Assemblée définissent ce qu'ils veulent voir dans le code électoral. Même si vous envoyez Mais Seka Coulibaly, dans la vie politique d'un pays, les députés sont censés représenter la population. Mais c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils pensent faire. Et ils disent, quand le projet de loi arrive, ils regardent, il y a des éléments qu'ils retirent, il y a des éléments qu'ils ajoutent. Et ils ajoutent en fonction de leur sensibilité. C'est là ce que vous posez comme problème. Ça évoque la question de l'intensité de la démocratie chez nous. Est-ce que les bases même qui désignent les députés s'assurent de ce que ces députés votent? Bon, chez nous, c'est encore à la tête du client que ça se passe, mais il y a des pays où les députés représentent directement des catégories. Vous avez des députés qui représentent les paysans, des députés qui représentent les transporteurs, etc., etc. Ces gens-là connaissent très bien les exigences du secteur et quand ils montent avec les revendications de ces secteurs-là. Est-ce à dire que peut-être que la classe, vous êtes en train de dire que la classe politique, c'est peut-être un entre-soi de personnes qui se sont entendues pour ne pas insister sur cet aspect des candidatures, non. Parce que peut-être ils se reprocheraient quelque chose? Pour l'instant, il n'y a pas assez de pression sur cette classe politique-là. Mais la pression, ce sont les organisations de la société civile peut-être qui devaient la mettre. Oui, bon. Malheureusement, il n'en existe plus grand-chose. Ah bon? Vraiment? Je fais partie du secteur, je vous dis. Bien sûr. Cette société civile active, opérative, elle n'existe plus. Donc, c'est pour ça que... Vous faisant partie. Voilà, moi y compris. D'accord. C'est pour ça sera un autre débat. On a une situation où c'est la classe politique qui définit.
Parce que nous, on a fait par exemple le combat sur la carte consulaire. Mais comme on n'était qu'une petite poignée de gens, la classe politique s'est imposée. Elle a bien écouté les argumentations. On se souvient, en commission. Pardon, Siaka Coulibaly, mais il faut peut-être le relever. On se souvient qu'il fut un moment où chaque jour, pratiquement, sur des questions peut-être subsidiaires, on était, nous la presse, convoqués chaque fois dans des conférences de presse par les organisations de la société civile qui martelaient certaines choses. Mais pour des questions aussi importantes que le quitus fiscal, on n'a entendu personne. C'était le bon vieux temps. Ce que je vous réponds, c'était le bon vieux temps. Aujourd'hui, on a une autre réalité où la société civile, au moment donc de la transition, au lieu qu'elle maintienne sa position d'équidistance entre les forces politiques, est entrée pieds et poings liés dans le jeu et en est ressortie décrédibilisée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les mêmes organisations qui ont joué un rôle politique et un rôle partisan ne peuvent plus convoquer sur des sujets des sociétés, comme le quitus fiscal, l'équité entre les candidats, la qualité des candidats, leur patrimoine, etc. Ils ne peuvent plus. Et c'est une situation qu'on déplore, mais elle est là. Tidiane Kaboré, ce quitus fiscal, est-ce qu'il figure dans le Code général des impôts? Est-ce qu'il est prévu par le Code général des impôts? Non, il ne figure pas dans le Code général des impôts. Ce qui fait que il ne figure pas, c'est tout simplement le fait qu'il s'agit des élections. Quand il s'agit des élections, il y a bien sûr un code qui définit comment les élections doivent se passer. Et quand vous regardez dans la plupart des pays, quand vous constaterez tout simplement que c'est inscrit en fait dans le code électoral comme pièce à fournir. En Côte d'Ivoire, si vous prenez en fait le code électoral de 2001, ça y figure. Quand vous prenez en fait le code béninois, 2019, ça a été révisé. Au contraire, ça a été renforcé. Les gens pensaient même plus que, comme ils ont un président qui est un homme d'affaires, il allait même enlever le quitus. Alors, il l'a renforcé. Voilà, donc au Sénégal, par exemple, vous allez voir que là-bas, c'est une déclaration en fait sur l'honneur qu'on vous demande, en fait, voilà, justement, de produits. Alors que cette affaire de quitus fiscal a été débattue pendant longtemps. J'en connais même des aînés au sein de l'administration fiscale qui sont à la retraite, qui en parlaient. Et voilà aujourd'hui que nous-mêmes nous en parlons. Quand vous prenez la conférence annuelle de 2018 de la Direction générale des impôts, qui portait en fait sur les services contribuables et les civisme fiscal. Je crois que c'est vous-même qui avez couvert l'événement à Royal Beach. Vous voyez bien que dans les recommandations, une recommandation en fait qui portait plutôt sur le quitus fiscal. Donc ça veut dire que même les acteurs, chargés de la mise en œuvre de la politique fiscale de ce pays portent effectivement ce projet. Et je voudrais répondre en passant à Siaka pour dire qu'au niveau de la société civile, il y a le CIFOE, par exemple, qui porte bien ce projet de quitus fiscal. Et je crois qu'un document de plaidoyer même était en élaboration quand la pandémie à Covid en même temps a entravé justement l'aboutissement de ce document-là. Parce que finalement, le CIFOE était obligé en fait, de se rabattre maintenant sur des études d'impact sur voilà, justement, de la Covid sur les économies locales. Sinon, je crois que le CIFOE porte bien ça depuis l'année dernière. Et je pense que autre chose qu'il faudra ajouter aussi est que la société civile aujourd'hui est plus orientée en fait politique. Si vous prenez par exemple 10 organisations de la société civile, 8 ou 9 en fait parleront en fait de la politique parce que c'est là-bas que tout le monde peut parler de tout et être expert en tout. Alors que quand vous voyez ces questions, ces questions de quitus fiscal là, il faut avoir en fait une lecture technique. Il faut être en fait peut-être dans le sérail des finances publiques pour avoir en fait l'œil. Est-ce que vous voyez? Et aussi savoir quoi il faut dire. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, on a un budget aujourd'hui, en fait, qui, par exemple, est alimenté à hauteur de 80 à 85% en fait, des recettes propres. Est-ce que vous voyez? Quand on parle des ressources ordinaires propres, vous avez les recettes fiscales, non fiscales et les recettes exceptionnelles. Donc, ça veut dire que ce sont les ressources endogènes. Donc, on ne peut pas avoir un budget, et même avec les projections que nous avons sur 2021, 2022, ça risque d'atteindre 90%, parce que en fait, l'aide publique au développement s'amenuise. Donc aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que quelqu'un puisse vouloir en fait diriger sans pour autant voilà, tu m'as évoqué ce volet de justement, le constat qu'on fait ce soir sur ce plateau, c'est que des hommes et des femmes qui veulent diriger le Burkina Faso à des postes très élevés ne soient pas obligés de produire un quitus fiscal pour pouvoir diriger. C'est le constat qu'on fait. C'est une lacune. Parce que la loi ne le prévoit pas. Tout à fait. À qui la faute? Si on doit poser la question, ce soir, à qui la faute? Tidiane, d'abord. En fait, Siaka a dit quelque chose de très important. Vous savez bien que tout se joue à l'Assemblée.
la dernière lecture du code électoral, vous verrez bien que l'opposition comme la majorité se sont entendus en fait sur pas mal de points. Voilà, et moi je suis un peu surpris parce que quand vous regardez dans le parti majoritaire, il y a beaucoup de fonctionnaires des impôts qui ont même participé à la conférence annuelle dont je vous parle. Dans l'opposition, souvent je m'amuse à taquiner même certains. D'autres ont participé en fait à cette conférence annuelle où le problème de quitus fiscal est revenu. Voyez-vous? Et même aujourd'hui, en fait, la tendance, c'est quoi? C'est-à-dire que même pour la promotion du civisme fiscal, on a tendance à dire aujourd'hui, il faut y aller en mettant en fait les politiques devant. Il faut que ça soit porté en fait au plus haut niveau par les politiques. Les questions de fraude fiscale, les questions de civisme. Et en passant, je vous dis par exemple que, je prends l'exemple du Rwanda, puisque beaucoup de jeunes burkinabés, moi, des choses, ils disent c'était au Rwanda. Bon, en tout cas, le Rwanda est un pays, l'exemple beaucoup de jeunes burkinabés. Là-bas, c'est le président Kagame qui est l'invité d'honneur de la journée du contribuable. Quand il n'est pas au pays, ce sera reporté pour qu'il soit là. C'est la symbolique. En fait, justement, parce que quand vous avez un président qui arrive à venir présider en fait la journée de l'impôt, la journée des contribuables, ou en Turquie, où c'est le premier ministre même qui, quand il participe en fait par YouTube ou tout, pour féliciter le meilleur contribuable en fait du pays, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si vous passez, ça veut dire qu'il n'y a même pas ce commerçant là, même si vous avez soutenu à hauteur de milliards, qui va venir dire ah président, j'ai des problèmes avec les impôts, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce qu'il voit que vous-même déjà, vous êtes en fait dans la dynamique. Mais voilà. Justement, le constat, c'est que de plus en plus, on met la pression sur les individus, les entreprises, pour que ces derniers payent leurs impôts. Comment ces personnes vont réagir aujourd'hui en sachant que peut-être des députés, peut-être des maires, des présidents, peut-être ne sont pas à jour de leurs impôts? On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas à jour. On ne le sait pas. C'est pourquoi j'ai dit peut-être. On ne sait pas. C'est comme je l'ai dit. C'est-à-dire, on le fait. Moi, je te donne un exemple tout de suite. C'est-à-dire que tu te lèves demain matin. Mais c'est grave quand même. Tu te lèves demain matin et au feu, tu vois par exemple le maire de Ouagadougou dans un véhicule privé qui est immobilisé peut-être par la police ou la gendarmerie, peut-être au motif qu'il n'a pas payé la taxe sur les véhicules à moteur. Aujourd'hui, nous avons Facebook qui est vraiment truc. Quelqu'un fait la capture d'écran et met sur Facebook. Le maire de Ouagadougou ou bien le maire de la commune de Koudougou a arrêté pour n'avoir pas effectivement été à jour du paiement de sa taxe de véhicule, sur les véhicules à moteur. Vous voyez effectivement le message que ça passe. Alors qu'aujourd'hui, les gens comptent plus. Ces gens, parce que la période électorale, c'est une bonne période pour d'ici en fait même le message en fait de civisme fiscal. Voilà, pour dire voilà, nous voulons réaliser ceci, cela, mais il faut en amont que vous payez. Est-ce que vous voyez? Mais si déjà vous-même vous ne montrez pas patte blanche, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils sont à jour. Sinon on ne dit pas qu'ils sont c'est grave quand même. Mais le minimum déjà, c'est comme je l'ai dit, on a quand même quelques impôts personnels. Si tu es fonctionnaire et que tu veux te présenter, on a des professeurs d'université qui y sont. Là-bas, ça ne souffre pas de débat puisque l'UITS est retenu à la source. Mais au-delà de ça, il peut y avoir d'autres revenus. C'est quand même grave qu'on ne sache pas si un candidat à la présidentielle, aux législatives, a pris de l'argent. Comme ça, on ne sait pas. Non, je pense qu'il n'est même pas trop tard. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème sur tout le monde, mais quand même, il faut soulever la question. Même si le code des impôts, le code électoral n'ont pas inscrit, il se trouve que, si on prend le cas du candidat qui allait justifier, il va très certainement, une partie c'est son salaire, puisqu'il a été fonctionnaire, journaliste jusqu'à la retraite, et il a eu des activités d'entreprise privée. On peut lui demander, est-ce qu'il a payé les impôts dus sur ces montants sur lesquels il a prélevé pour pouvoir payer? Et pareil pour tous les candidats. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ce contrôle maintenant. Là, on rentre de plein pied dans les solutions. Oui. C'est-à-dire la question qu'on pose, est-ce que, certainement que pour les élections à venir, après 2020, on va essayer de l'inscrire dans la loi, mais est-ce que c'est déjà trop tard pour ces élections-là? Je pense que ce n'est pas tard. C'est-à-dire que l'ASE, par exemple, peut, soit par ses propres équipes, soit en demandant au service des impôts, de lui donner la situation des gens par rapport aux 25 millions. C'est possible. Donc si l'ASE fait une demande au directeur général des impôts, celui-ci va lui donner donc les justificatifs des uns et des autres sur les 25 millions proviennent de mon salaire ou de mes activités en tant qu'entreprise, là où j'ai dû payer l'impôt sur les bénéfices, etc. Plusieurs sortes d'impôts. Est-ce que je suis à jour pour pouvoir prendre une partie des bénéfices
et puis solliciter... Tidiane Kabouri. Vous vous rappellerez, si je termine, Vas-y. qu'au niveau des États-Unis, la question des impôts de Donald Trump a été soulevée. Jusqu'à présent, et ça lui fera certains points au niveau des élections. Ça, c'est sûr. Tidiane Kabouri, techniquement, est-ce qu'à l'étape actuelle du processus électoral, on peut encore trouver des solutions pour vérifier que les candidats sont à jour du paiement de leurs impôts, techniquement? Ce que j'ai à dire sur ce point, c'est de dire tout simplement que, comme ça ne figure pas en fait dans le code électoral, on a cité tous les pays en fait qui ont bien voulu effectivement l'implémenter, l'ont mis dans le code électoral. Donc pour moi, je pense qu'il y a une vide juridique qui est là. C'est comme disait Siaka, mais qui pourrait être comblée peut-être dans un avenir proche, s'il y a la possibilité effectivement. S'il y a la volonté de réviser. aussi. Mais c'est comme je l'ai dit. Il faut vraiment un moyen de pression. Parce que là, avec la dernière révision, comme je vous le disais, bon, vous avez vu que les partis politiques se sont entendus pour mettre en fait ce qui les intéresse en fait dans le code électoral. C'est pas qu'ils ne sont pas au courant, parce que ce débat existe depuis longtemps. Ils se sont entendus. Et c'est comme je l'ai dit, il faut aujourd'hui qu'on lève justement que la société civile effectivement se lève, parce que aujourd'hui, si on doit compter sur les politiques, pour mettre cela dans le code électoral, c'est comme je l'ai dit, on va passer à côté de la plaque. C'est déjà peut-être Vous aussi, les journalistes, ce n'est pas seulement la société civile, parce que on comprend la preuve, c'est qu'on en parle ce soir. La société civile a disparu, il ne reste que les médias. La preuve, c'est qu'on en parle ce soir. Oui, donc, on essaie de jouer notre rôle. Il faut prolonger le débat. Même si c'est un peu tard. Le débat, peut-être que, comme Siaka Coulibaly le disait, avec un peu plus de volonté de part et d'autre, il n'est peut-être pas encore tard pour vérifier ces impôts-là pour 2020. Tout à fait. Mais c'est comme je le disais. Sont encore au niveau du Conseil constitutionnel. La SE peut se saisir. En tout cas, c'est ouvert. C'est ouvert. Quand même, c'est très important. On ne peut pas vouloir diriger. C'est plus la symbolique. C'est important aussi que les citoyens effectivement se mobilisent. Voilà, tout à fait. Parce que sur des requêtes, des recours de certains, le Conseil constitutionnel sera obligé de répondre à la question. Parce qu'il y a de plus en plus d'hommes d'affaires qui se lancent en politique. Il faut savoir s'ils sont propres. Il y a par exemple un point pour l'élection en fait, au niveau de la chambre consulaire. C'est-à-dire que pour la chambre de commerce, vous voyez bien que là-bas, on demande en fait, aux professionnels en fait, d'apporter des attestations de situation fiscale. Voilà. Donc ça dit que pourquoi on demande en fait à ces citoyens, à ces nouveaux impôts, voilà, justement, et de produire en fait justement un document qui montre qu'ils ne doivent pas aux impôts. Les gens vont dire oui, c'est parce que c'est des commerçants. Mais vous l'avez dit tout de suite. Aujourd'hui aussi, on a des commerçants. Ils sont toujours politiques. Et on a des fonctionnaires aussi qui ont, comment on appelle, des fermes, qui ont, comment on appelle ça, des patrimoines immobiliers. Voilà. Donc j'ai dit, même si on pas au début au moins, même vous et moi, je peux donner l'exemple tantôt. Pourquoi on nous demande en fait de payer la taxe de résidence sur les 3 dernières années? Même le villageois qui quitte dans sa brousse profonde, quand il vient à Ouagadougou pour faire une mutation de terrain, on va lui dire d'aller faire. Voilà. À moins que vous soyez, comment on appelle ça, exempté, si vous avez plus de 60 ans, là aussi, vous pouvez demander un certificat de non-imposition pour présenter en fait au niveau de, comment on appelle ça, de la CENI. Voilà. D'accord, on va parler de loi encore, mais de loi au niveau d'un litige foncier qui a opposé des individus à Panzani. Eh bien, ce litige est en train de glisser dangereusement sur le terrain communautaire religieux. Le gouvernement a été obligé de prendre ses responsabilités et cela s'est fait au terme du Conseil des ministres du 7 octobre dernier. 18 Burkinabés ont trouvé la mort ce mercredi matin dans un accident de voiture à Bouaké, en territoire ivoirien. Des décès, mais aussi des blessés. Le car qui les transportait était en provenance du Burkina Faso. L'information a été donnée ce jour en Conseil des ministres. Il s'agit d'un car de transport qui aurait dans un dépassement défectueux et donc se serait renversé. Il y a parmi les blessés 3 blessés graves. Notre consul à Bouaké et l'ambassadeur sont mobilisés pour prendre en charge cette question-là. Donc il y a également des informations complémentaires qui vont vous être annoncées au fur et à mesure par le ministère en charge des Burkinabés de l'extérieur. Le gouvernement donc voudrait présenter ses condoléances aux familles des personnes qui ont perdu la vie dans cet accident et souhaiter un prompt rétablissement aux personnes blessées. Le car est parti du Burkina Faso et le drame s'est produit en terre ivoirienne. Alors, question, comment ont-ils pu se retrouver dans ce pays, bien qu'officiellement, les frontières soient toujours fermées? Question qui est importante, parce que quand on vous dit que un car a fait un accident à Bouaké
avec des Burkinabés qui viennent du Burkina, ça pose un problème. À la fois de respect de la mesure au niveau des frontières, à la fois aussi de l'intérêt des populations à se remettre en mouvement à ce niveau-là. Mais c'est une question qui doit être traitée et qui est traitée au niveau sous-régional. Parce que si vous ouvrez vos frontières et que les autres n'ouvrent pas, ça ne sert absolument à rien. Donc les ministres en charge des mobilités dans les différents pays, les ministres en charge des affaires étrangères sont les ministres qui tranchent sur cette question-là. Autre fait majeur de ce Conseil des ministres, la décision du gouvernement de régler définitivement la crise née de la destruction d'une mosquée à Pazani. Désormais, la propriété du terrain à l'origine du conflit appartient à l'État. Quant aux belligérants, l'exécutif prendra les dispositions pour les contenter. Et le Conseil des ministres voudrait donc, d'une voix très ferme, désapprouver la destruction d'un lieu de culte, en particulier la mosquée de la Panzani, quelles que soient les raisons qui aient conduit à cet acte. Nous estimons que cette question, il faut désapprouver la destruction de lieux de culte, quelles que soient les raisons qui ont conduit. Deuxièmement, c'est de dire qu'une procédure est engagée pour le retrait des titres de propriété qui vont revenir à l'État. Donc, il n'y aura plus de polémique entre deux acteurs. La propriété reviendra à l'État, qui prendra toutes les dispositions qui s'imposent pour voir comment cette question peut être réglée. La rentrée scolaire 2020-2021 est effective depuis le 5 octobre dernier. Le gouvernement indique que les masques de protection contre la COVID-19 pour les élèves et les enseignants sont disponibles. Ils leur seront distribués incessamment et à partir du 20 octobre, le port des masques sera obligatoire dans tous les établissements. Comme vous l'avez constaté, un conseil des ministres qui s'est intéressé à plusieurs sujets, mais ce soir nous allons nous pencher sur la situation à Panzani où un litige foncier entre des individus visiblement est en train de glisser sur le terrain, je le disais tout tantôt, communautaire et religieux. L'État a été obligé d'intervenir. Seka Coulibaly, la question qu'on pose ce soir, c'est que la démolition de ce lieu de culte a été faite suite à une décision de justice. Et en semaine, l'État prend la décision d'outrepasser cette décision de justice et de s'approprier le terrain. Est-ce que cela ne crée pas un antécédent peut-être dangereux dans le futur pour ces genres de conflits? Moi, je pense que le gouvernement a dû étudier le sujet avant de prendre la décision, après consultation des dispositions légales pour pouvoir le faire. Je ne m'inquiète pas trop pour cet aspect des choses. En revanche, le problème n'est un problème que parce qu'il touche une dimension communautaire et religieuse. Autrement dit, il y a beaucoup d'expropriations qui se déroulent, il y a beaucoup de litiges fonciers qui se font, soit on va aux impôts pour voir qui a réellement eu l'attribution, etc. Donc, c'est parce qu'il y a eu un acte qui touche à la foi que c'est devenu un problème. Donc, il faut les traiter comme tels. Et c'est là où on peut aussi encore évoquer le fait que chez nous, on n'a pas des dispositions très claires en la matière. Les questions de foi, vous avez évoqué ici la laïcité, mais en dehors de la Constitution qui dit que le Burkina est un État laïque et unitaire, etc., on n'a pas vraiment de textes qui décrivent en quoi consiste notre laïcité. Parce qu'on a vu que dans le monde, chaque pays a sa laïcité. La France a sa laïcité, l'Angleterre a sa laïcité et les États-Unis ont leur laïcité. Mais est-ce que le Burkina Faso a une laïcité? La question que je pose, Seka Coulibaly, c'est que vous l'avez évoqué au début de vos propos, vous avez dit que ce genre de litige est courant au Burkina Faso. Et à chaque fois, certainement que des décisions de justice sont rendues et sont appliquées. Dans ce cas d'espèce, une décision de justice a été rendue et elle a été appliquée. Et cette décision de justice a abouti à la destruction d'un bâtiment. Je n'ai pas la décision. Je ne suis pas sûr que le juge ait demandé la démolition. Le juge a tranché la propriété du terrain entre les deux contestataires. Celui qui a reçu l'avis favorable du juge, certainement, n'est pas de la confession de la mosquée. C'est pour ça qu'il a dû détruire le bâtiment. Parce que lui, il n'est pas musulman, il ne prie pas. Mais comme il a eu la propriété du terrain, il estime qu'ayant la propriété, lui fait ce qu'il veut de sa propriété. D'où il détruit le bâtiment. C'est peut-être là où il a débordé. Oui, mais prenons un exemple. Tout le monde n'est pas musulman, tout le monde n'est pas chrétien au Burkina Faso. Supposons que moi, je ne sois pas
chrétien, j'ai affaire avec un chrétien sur une parcelle, on va en justice. Oui. Je sais que j'ai tort, mais comme j'ai déjà bâti un temple sur cette parcelle, on ne peut pas rendre cette décision de justice. On ne peut pas détruire ce temple pour que le vainqueur puisse disposer de son terrain. Et l'État n'est pas capable de faire prévaloir la loi. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas la décision de justice. Certainement que le juge peut avoir traité la question de la propriété de la parcelle, mais soit il n'a pas traité la destination des biens qui sont sur la parcelle. Or, ça aussi, ça peut se faire. Le juge peut très bien dire que le terrain appartient à un tel, en fonction des documents qui lui ont été présentés. Mais comme l'autre a fait des valorisations là-dessus, il peut aussi gérer cette question de qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il y a là-dessus. Malheureusement, on n'a pas ce document. Bon, c'est un peu difficile de spéculer là-dessus. Autrement dit, je ne suis pas sûr que le Conseil des ministres puisse invalider une décision dessus. Ce n'est pas possible. Pas possible. Le gouvernement qui s'approprie un terrain... Le gouvernement l'a fait pour le maintien de l'ordre. Parce que, comme vous le savez, il était prévu des manifestations importantes de ceux qui priaient dans la mosquée, à l'encontre de ceux qui ont détruit ce lieu de culte-là. C'est pour éviter donc la confrontation que le Conseil des ministres a pris cette décision. La question qu'on se pose, est-ce que le gouvernement, en le faisant, a piétiné la loi? C'est la question qu'on se pose ce soir. Non, je ne peux pas répondre à la question ici, parce que je n'ai pas la décision du justice. D'accord. Mais certainement, ils ont dû ajuster. Voilà, vous verrez peut-être après. Après, on va progresser, on va parler encore de démolition, mais cette fois-ci, nous nous rendons à Bobo-Dioulasso, où le maire de l'arrondissement 7 a entrepris de démolir plusieurs bâtiments anarchiquement construits, ce qui n'a pas été du tout du goût des propriétaires. On regarde et puis on revient. C'est le cas de cette dame installée le long de l'école primaire publique de Kolsama. Elle tente de sauver ce qui peut l'être encore, mais en vain. Visiblement mécontente, elle laisse éclater sa colère. Je n'ai pas été informée. Je n'ai pas été informée. Ça, c'est du gaspillage, c'est pas bon. Oui, pour qu'on puisse enlever. Ça, c'est pas bon quand même. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Les propriétaires de ce Maki Resto se dépêchent également de sauver le contenu de leur restaurant avant l'arrivée du Caterpillar. Ce mécanicien lui reste pour le moment inflexible. Mais vite, sa sérénité va être ébranlée après le passage de l'engin. Mécontents, les riverains illégalement installés à côté de l'école primaire publique de Kolsama qualifient cette opération de la mairie de l'arrondissement 7 d'abus de pouvoir. On sait que l'endroit là vous appartient, mais il fallait nous informer que tel jour, si vous n'arrivez pas à prendre votre barrage, on allait venir casser ça. Mais brusquement ce matin, on vient trouver que ils sont en train de casser les coins. C'est un peu gauche quoi, c'est un peu gauche. Nos mamans, ils sont là ici, ils sont en train de chercher à manger. Il y a d'autres même, c'est avec cette coin-là qu'ils arrivent à payer la scolarité de leurs enfants. Moi je vois que c'est un peu gauche quoi. Et pourtant, le maire de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso dit avoir mené des actions de sensibilisation et de communication par rapport aux occupations anarchiques du domaine public. Et à plusieurs reprises, les concernés ont été interpellés afin de libérer les lieux selon le maire de l'arrondissement 7. Il y a un décret ministériel qui interdit effectivement les occupations aux alentours des établissements scolaires. Et donc ce matin, après pratiquement plus d'une année de sensibilisation, nous avons interpellé ceux-là qui veulent violer les domaines scolaires et que ce ne sont pas des choses qu'on doit regarder et laisser faire. Donc ce matin, nous sommes sortis à l'orée de la rentrée scolaire pour pouvoir assainir le domaine scolaire. Après la démolition des installations illégales aux alentours de cette école, la série de démolitions va se poursuivre au quartier Belleville de Bobo-Dioulasso. Ici également, ce sont les habitats illégalement installés ou construits sans documents administratifs qui sont pris à partie par le Caterpillar de la mairie. La première façon, effectivement, c'était de sensibiliser la population. Et je crois qu'aujourd'hui, personne ne nous dira le contraire. Nous avons suffisamment interpellé. Mais c'est un phénomène qui a la peau dure. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de lotissement, alors ceux qui ont pour activité la vente illicite des parcelles ne savent pas à quelle activité en tout cas se vouer. Donc ils profitent de l'occasion d'identifier des terrains nus. Ils viennent déverser des agrégats. Quand l'autorité communale fait un mouvement sur le terrain pour les alerter, alors ils répliquent et maintenant c'est nuitamment maintenant qu'ils viennent pour pouvoir construire des maisons. Ils n'ont pas de documents et quand on les interpelle, ils fuient. Ils peuvent disparaître 1 mois, 2 mois.
et encore ils reviennent à la charge. Bon, nous avons décidé cette fois-ci de passer à l'offensive sur le terrain. Herman Sirima d'interpeller les populations de son arrondissement à la vigilance vis-à-vis des questions liées à l'achat des terrains nus. Pour l'édit de l'arrondissement 7, cette sortie musclée est le début d'une série d'actions du genre pour, dit-il, assainir le domaine public et foncier dans son arrondissement. Voilà, des scènes complètement déconcertantes quand on se met à la place des propriétaires de ces habitats. Mais Seka Coulibaly, avant de revenir sur ce sujet, on va terminer quand même avec cette affaire des Panzani, parce que c'est un dossier qui pose un véritable problème de droit, de loi, parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a eu effectivement une décision de démolition de ce lieu de culte. Oui. C'est quand même grave qu'après une décision de démolition rendue, la décision est exécutée, et après, le gouvernement passe outre cette décision et s'approprie le terrain. C'est quand même compliqué. Oui. Le gouvernement est obligé, comme je l'ai dit dans mon propos, de veiller à l'ordre public. Si l'acte de démolition suscite des remous au sein de la population, le gouvernement est bien obligé d'y trouver une solution. L'acte d'appropriation dont c'est rendu, disons, que le gouvernement a pris, celui de dire que le terrain lui appartient maintenant, à mon avis, relève donc de la gestion domaniale. Et c'est pour ça que j'ai dit, ils se sont assurés certainement de voir comment ils peuvent gérer au mieux cette situation-là pour faire en sorte que la décision même de démolition qui aurait été prise par le juge puisse être compensée par d'autres affectations qu'ils vont faire. Moi, je vous comprends, mais la question qu'on se pose ce soir, et c'est une question très importante, c'est qu'à chaque fois que sur une parcelle, il va y avoir un litige et que sur cette parcelle, il va être construit un édifice religieux, la loi ne pourra pas être appliquée. Non, pourquoi pas? Mais c'est l'antécédent que provoque peut-être la décision du gouvernement. Non, je ne pense pas. Ça dit qu'il est rare qu'on arrive à cette extrémité de démolition du lieu du culte. C'est pour ça que le juge, je pense, aurait dû traiter donc de l'affectation des biens qui sont là-dessus. Parce que quand il dit de démolir, on perd des actifs aussi. Oui, mais la décision a été rendue. Donc, oui. On l'applique. Donc, je n'ai pas envie de dire que c'est une mauvaise décision judiciaire, mais au fond, le juge n'a pas totalement traité la question. Ce qui oblige que l'acte ayant été posé, il faut maintenant y trouver une solution. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Cela pose peut-être le problème de l'égalité de tous devant la loi. Est-ce que quand on est chrétien ou musulman ou athée, nous ne sommes pas tous égaux devant la loi? Parce que quand on construit un édifice religieux, on ne peut pas le détruire. Quand même, on a tort. Je connais aussi d'autres litiges qui sont des mêmes natures, où des parcelles appartenant à des associations religieuses musulmanes, des protestants ont construit un temple là-dessus. La décision de justice a été prise, mais on ne l'a pas exécutée à cause donc des effets indésirables de la décision. D'accord. Donc je crois qu'ici, les gens ont dû aller peut-être vite en besogne. Ils n'ont pas... Voilà, j'ai beaucoup insisté pour essayer de me mettre à la place de tous ceux qui ne sont pas religieux, qui s'interrogent peut-être sur cette manière de traiter cette question. Mais s'il faut ramener le calme dans la cité, peut-être que parfois il faut outrepasser certains principes. Mais c'est un autre débat sur lequel on pourra revenir prochainement. On va continuer pour parler de la démolition au niveau de l'arrondissement 7 de Bobo-Dioulasso. Ce sont quand même des images difficiles à voir. C'est des personnes qui ont pratiquement tout perdu. Mais la question qu'il faut poser aussi, et là je me tourne vers vous, Tidiane, c'est que ces boutiques, ces commerces payaient quand même un peu d'impôts à la mairie qui les percevait. Oui, tout à fait, tout à fait. Ces petits commerces en fait que nous avons vus tout à l'heure paient des impôts naturellement. C'est généralement en fait une fiscalité globale qui leur est appliquée, qu'on appelle techniquement la contribution des micro-entreprises, anciennement appelée contribution du secteur informel. Tel que je vois l'ampleur des activités qui s'y mènent, ça ne dépasse pas cela. Et aussi l'occupation en fait du domaine public, puisque vous voyez bien que c'est aux alentours justement des établissements que les kiosques étaient implantés. Donc il y a l'occupation du domaine public, voilà, justement que les gens appellent couramment l'ODP, justement qui sont collectés aussi par les communes. Donc, c'est pour dire qu'effectivement aussi, la mairie perdrait certainement des précieuses justement, recettes fiscales. Voilà. Mais n'oubliez pas que pour 2020, avec les mesures qui ont été prises par le gouvernement, c'est-à-dire que toute l'année 2020, ces petits impôts-là, en fait, ne sont pas payés.
Voilà, le gouvernement a exonéré en fait tous les contribuables de la CME pour l'exercice 2020. Voilà, ceux qui avaient déjà payé, je crois que pour 2021, ça serait un acompte pour voilà, justement. C'est comme je vous le disais tantôt, c'est quand même avec un pincement au cœur qu'on suit cela quand on voit des dames qui transportent voilà, justement les effets en plein midi. On est en train de démolir ce qui est en dur. C'est-à-dire que c'est comme il a dit, il y a des actifs qui sont perdus. Je me dis que même ces genres de choses, ces villas qu'on est en train de détruire, moi je pense que la mairie même pouvait réquisitionner en fait ces villas-là pour les en faire en fait des bureaux. Parce qu'on sait souvent que même dans les communes, les agents manquent en fait de bureaux. On peut réquisitionner et rembourser peut-être les installations en fait à l'intéressé. On va parler encore d'ouvrage. Bon, la mairie a pris la décision de les casser et elle les assume. Certainement que c'est aussi en observant la loi. On va continuer de parler encore d'ouvrage. Cette fois-ci, nous allons dans le quartier Sissin pour parler de ce fameux canal du Moronaba qui ne finit pas de faire couler beaucoup de salive. En semaine encore, des riverains se sont une fois de plus plaints de la qualité du travail qui a été fait par l'entreprise Cogeb. Quartier Sissin de Ouagadougou. Ces riverains du canal du Moronaba discutent de la qualité des travaux de construction de ce canal. Il y a 2 mois environ, l'entreprise Cogeb en charge des travaux leur a annoncé que les aménagements dans la zone étaient terminés. Mais pour les riverains, il y a bien un goût d'inachevé. C'est bâclé. On dit franchement, c'est bâclé. Notre rue est en train vraiment de... Parce que c'est une pente versante. Quand il pleut, la quantité d'eau qui vient, c'est énorme. Et ça fait des ravinements. On croyait qu'ils allaient faire des fossés. Mais voici là où les fossés s'arrêtent. Des fossés étroits. Et du coup, toute la rue est en train de se dégrader. Là, il disait que le canal devait arriver jusqu'au long pour rejoindre l'autre canal qui descend un peu devant chez nous. Bon, mais notre grande surprise, le canal est petit et puis ils ne sont pas partis loin. Donc voilà ce que nous êtes en train de vivre. Est-ce que ça, c'est quand il pleut comme ça dans 2 ans, nos maisons là vont tomber. Vraiment, c'est notre souci. Donc s'ils pouvaient essayer de, en tout cas, revoir leur travail, on n'est pas content. Les travaux d'aménagement avaient également transformé le quartier en dépotoir, selon les riverains. Si vous regardez un peu au long, vous voyez déjà que c'est ce matin qu'ils viennent d'enlever. Les machines sont là. Et puis les travaux, ils avaient arrêté. Moi, je n'ai rien compris pourquoi ils sont venus ce matin. Bon, peut-être qu'ils ont eu des souffles. Sinon, moi, je ne comprends rien parce qu'ils avaient dit qu'ici, là, c'était fini. Les tas d'ordures qu'ils ont déposés là, ça dépasse 2 mois de cela. Ça dépasse 2 mois que c'était là. Des travaux de remblaiement étaient aussi en train d'être achevés par l'entreprise Cogeb à notre arrivée sur les lieux. Je suis vraiment très content qu'ils viennent fermer le trou qu'ils ont fait devant nos portes. J'étais obligé de garer ma voiture dehors. Et il y a 3 semaines, elle a été vandalisée. Tout le voisinage subissait des désagréments, donc nous sommes contents. Cependant, il resterait beaucoup à faire. Des infrastructures de restauration promises au début des travaux sont toujours attendues. On avait un forage ici, que dans tous les secteurs, là, les gens se servaient ici. Mais lors du travail, ils avaient dit qu'après avoir fini tout, ils vont arranger ça pour nous. Mais bon, notre grande surprise, on n'est pas content du travail. Donc on ne sait pas, peut-être c'est dû à ça qu'ils n'ont pas arrangé notre forage là pour nous. Et puis, tout ici, il y avait un terrain aussi que nos enfants jouaient, le maracana. Bon, vous-même, vous le voyez, vraiment, on ne peut plus jouer le ballon. Donc ça, c'était un point de rencontre que les jeunes là aussi se croisaient. Donc c'était bon pour nous. Mais comme on n'a pas les moyens, on demande aux autorités s'ils peuvent nous arranger, qu'ils nous, en tout cas, nous donnent coup de main. Les travaux de construction du canal du Moronaba, long de 4,7 km, ont été lancés en 2014 pour une durée de construction de 18 mois hors saison pluvieuse.
Voilà, vous l'avez entendu dans ce document, l'entreprise pointée du doigt, c'est l'entreprise COGEB. Eh bien, elle a tenu à réagir en disant qu'elle avait accompli sa part du contrat. Rémi Lambert-Nébi encore. C'est bâclé. On dit franchement, c'est bâclé. Nous voici là où les fossés s'arrêtent. Des fossés étroits. Et du coup, toute la rue est en train de se dégrader. Là, il disait que le canal devait arriver jusqu'au long pour rejoindre l'autre canal qui descend un peu devant chez nous. Bon, mais notre grande surprise, le canal est petit et puis ils ne sont pas partis loin. Donc s'ils pouvaient essayer de, en tout cas, revoir leur travail, on n'est pas content. En ces termes, les riverains du canal du Moronaba exprimaient leur insatisfaction quant aux travaux de construction de ce canal. L'entreprise en charge des travaux est principalement indexée. Interpellée, la société COGEB fait une mise au point. Elle dit avoir rempli totalement sa part de contrat. Le linéaire qui a été réalisé, qui a été exécuté, c'est le caniveau suivant des normes et suivant le cahier de charge. Donc il n'y a plus rien à faire sur ces travaux. Les travaux auxquels ils ont fait allusion ont été réalisés selon notre cahier de charge. Donc les travaux qui sont ici, là où nous sommes présentement, sont terminés depuis 2 ans. Et ça respecte effectivement le cahier de charge que nous avons suivi avec le maître d'ouvrage. Une mise au point qui soulève une fois de plus les moyens financiers mis réellement à la disposition des entreprises en charge de l'exécution des ouvrages publics ainsi que la qualité des études de faisabilité. Les populations riveraines du quartier Sissin évoquent également des travaux de restauration qui se font toujours attendre. Notre contrat nulle part ne stipule de réaliser les puits pour les riverains. Et aussi, le terrain de football, moi je ne sais pas, bon, nous sommes venus commencer les travaux ici, mais nous n'avons pas trouvé vraiment un terrain de football ici. C'était une zone inhabitable que nous sommes venus aménager. Bon, ce sont des revendications à eux, mais qui ne concernent pas vraiment notre contrat. Quant aux travaux de terrassement qui n'étaient pas encore achevés jusqu'à une date récente, l'entreprise évoque la saison pluvieuse comme raison principale. C'est également à son tour d'interpeller les riverains quant à l'action anthropique aux abords du canal. Aux abords du canal, vous allez constater qu'il y a des dégradations, il y a des lavinements. Ces lavinements sont liés essentiellement aux femmes, aux enfants qui viennent creuser pour extraire le sable. Et comme vous allez le constater aussi, c'est une zone où la nappe est superficielle. Donc du coup, 12 mois sur 12 mois, il y a des eaux, des remontées d'eau. Et avec ces femmes, ces enfants qui viennent creuser ce sable, ça a un impact négatif sur la sécurité de ces ouvrages. Donc c'est un ouvrage qu'il faut que et la population et tout le monde vraiment contribuent à sécuriser. La construction du canal du Moronaba est en phase de finition. Il ne resterait que l'éclairage selon l'entreprise COGEB qui dit avoir fait face à la crise sanitaire qui a plombé le déroulement des travaux. Alors, Siaka Koulibaly, je vais vous poser une seule et unique question sur ce sujet avec le canal du Moronaba. Moi-même, il y a de cela 1 an, j'ai fait un reportage sur ce fameux canal, mais il y a aussi la fameuse route qui passe devant le CHU Yalgado Ouedraogo, et tous ces travaux-là ont un dénominateur commun, c'est l'entreprise COGEB. Un jour, il va falloir qu'on se pose la question, mais que se passe-t-il avec COGEB? COGEB répond qu'il respecte ses cahiers de charges. Nous, en n'ayant pas accès aux cahiers de charges, il est difficile de contester ce que l'entreprise dit. Ce qui reste à faire, à mon avis, pour les riverains, c'est d'attaquer en justice pour les dommages que l'ouvrage a créés. Et le juge va clarifier les choses à ce niveau-là. Est-ce que réellement le cahier de charges ont été respecté ou pas? On a vu les images, les travaux ne sont pas encore terminés, c'est Koulibaly. Non.
Il explique que les travaux ont été faits et que c'est l'action des riverains qui a dégradé l'ouvrage. Pour trancher entre ces deux, il n'y a que la justice qui puisse le faire. C'est pour ça que je dis qu'il faut y aller. Il y a aussi un autre mécanisme qui est la responsabilité sociale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fait un travail a une obligation morale d'accompagner l'ouvrage avec des infrastructures qui facilitent la vie. Si vous prenez le cas des mines, par exemple, vous voyez que chaque fois qu'il y a une exploitation minière, ils vont organiser des écoles, ils vont construire des dispensaires, ils vont construire des terrains de foot. C'est ce qui relève de leur responsabilité sociale, en dehors des obligations que la mine a avec l'État, où il reverse donc un certain nombre une partie de l'argent qui les recule. Donc ça aussi, on peut l'utiliser pour essayer de clarifier. Il va falloir qu'un jour on tire tout cela au clair. Parce que ça, naturellement, a besoin d'une société civile forte. Parce que c'est l'argent du contribuable quand même qui est utilisé. On voit des travaux avec ces résultats. Et il y a, je vous le disais tout à l'heure, le chemin qui... Oui. Bon, ça fait peut-être... Ça fait beaucoup. Son 5e anniversaire. Bon, on reviendra dessus une prochaine fois. Je vois que Siaka Coulibaly ne veut pas trop se mouiller. C'est normal, quand on ne connaît pas trop le dossier, il faut éviter de se mouiller. Toute autre chose maintenant, on va parler d'une question assez importante et sensible de ces enfants, de ces soldats qui sont morts au front, tombés pour la patrie. Et le pays se souvient de ces enfants-là, de ces orphelins. En cette période de rentrée scolaire, le gouvernement a décidé de soutenir les familles de ces soldats morts en les aidant au niveau de l'éducation nationale, en faisant beaucoup de dons de fournitures scolaires. Ils auraient pu se faire accompagner par leur père à l'école en cette rentrée scolaire. Mais hélas, ces papas sont tombés sur le champ de bataille pour la défense de la patrie. Pourtant, l'école reprend avec toutes les dépenses qui vont avec afin d'aider les veuves, les orphelins et les familles des combattants tombés sur le théâtre des opérations à faire face aux besoins quotidiens. Les épouses des officiers ont initié l'opération Femmes solidaires. Grâce à cet élan de solidarité soutenu par les épouses des membres du gouvernement, environ 400 enfants vont bénéficier de kits scolaires composés de fournitures et d'ordinateurs pour affronter sereinement la rentrée scolaire. Chers parents, chers enfants, les principes de la solidarité africaine commandent que nous soyons à vos côtés pour cheminer vers l'avenir. Votre réussite sera notre seule satisfaction. C'est tous ensemble, comme une vraie famille, que nous allons mutualiser nos efforts pour réussir le pari de l'éducation. Chers enfants, par ma voix, les épouses des officiers prennent l'engagement d'œuvrer à une meilleure prise en charge de vos préoccupations, comme le ferait toute mère dans les limites de ses moyens. En plus des kits scolaires, 100 parcelles ont été offertes aux familles des militaires morts sur le front selon des critères définis tels que ne pas avoir déjà un logement, avoir au moins un enfant, n'avoir pas des enfants de mères différentes, ne pas faire partie des victimes décédées dans l'attaque de l'état-major général des armées qui ont déjà reçu une aide et être de la commune de Ouagadougou. En cette rentrée des classes qui se poursuit, la principale préoccupation des parents est bien évidemment comment l'aborder avec sérénité. Nous sommes très heureux de recevoir ces kits scolaires. Le geste qui vient d'être fait à notre endroit ce matin prouve à souhait que nous ne sommes pas seuls et que nous avons une famille malgré la perte de nos parents. Le Burkina Faso paie un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme. L'armée est la plus éprouvée avec des pertes faisant de nombreuses femmes et enfants, des veuves et des orphelins à chaque départ. Un tel élan de solidarité pourrait motiver ceux qui se battent jour et nuit sur le terrain. Si votre acte de ce jour apporte de la joie et du réconfort aux familles des militaires tombés sur le champ d'honneur, il rassure par ailleurs les militaires qui sont en ce moment déployés sur les théâtres d'opération, avec la certitude que même au pire des cas, leurs familles bénéficieront de la solidarité et de l'assistance dont elles ont grand besoin. Ils vont sentir qu'ils montreront plus d'ardeur et de détermination au combat. Loin de remplacer les êtres chers qui ont perdu la vie,
Les attestations d'attribution de parcelles et les kits scolaires pour les enfants et familles des militaires tombés au champ de bataille rappellent aux bénéficiaires leur appartenance à la communauté militaire du Burkina Faso. Et la transition est toute trouvée pour recevoir notre dernier invité de ce soir, M. Tahirou Traoré. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes coordonnateur de la coalition éducation pour tous au Burkina Faso. Déjà, vos impressions sur les images que vous venez de voir? Oui, bon, je peux dire que ce n'est pas simple. Nous sommes tous des parents de vivre des situations comme ça, mais comme c'est la République, nous devons la défendre. Ceux qui sont tombés sur les champs de bataille, il est du droit de l'État, notre droit à nous tous, de porter secours à ces enfants, que ce soutien aille au-delà des kits pour prendre en compte leur scolarité et leur culture scolaire. Alors justement, en parlant d'éducation et de scolarité, votre association œuvre dans le domaine de l'éducation pour les enfants, c'est-à-dire que vous œuvrez à ce qu'aucun enfant ne soit laissé au bord de la route. Vous parlez d'éducation pour tous. Pour tous, de qualité et surtout d'éducation inclusive. Et pour cela, il y a le programme intégré gouvernance, éducation et citoyenneté, le PIGEC, qui a sa deuxième phase. Tout à fait. Alors, nous travaillons bien sûr en collaboration avec Oxfam pour la mise en œuvre de ce programme qui a sa deuxième phase. L'objectif visé, c'est de contribuer, comme vous l'avez si bien dit, à améliorer la qualité de l'éducation en partant des indicateurs que s'est fixé notre État à travers le programme de développement stratégique d'éducation de base, le PDCEB, qui court de 2012 à 2021, bientôt c'est la fin. L'idée, au départ, c'était de voir les provinces qui avaient des difficultés, et surtout en termes de réalisation des indicateurs du PDCEB. L'étude a été réalisée et il se trouve que la province de la Nyanya était l'une des provinces effectivement qui avait des difficultés. Alors, ce programme a été monté, et bien sûr avec le financement de Oxfam et de Danida, donc pour permettre aux enfants qui sont dans cette localité de pouvoir aussi bénéficier de leur droit à une éducation de qualité, bien sûr avec des apports importants en termes de renforcement des capacités des enseignants, des parents d'élèves, des encadreurs, des élèves, des associations de parents d'élèves et des mères éducatrices. Voilà, donc pour accompagner cette dynamique. Alors, dans cette localité de la Nyanya, concrètement, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les enfants? Les difficultés auxquelles ils sont confrontés, d'abord que les taux de progression sont faibles. Voilà, les taux d'admission étaient très faibles, puisque la province de la Nyanya était l'une des dernières de la région, bien sûr, de l'Est. Il fallait rapidement partir de cette situation, mettre en œuvre cette expérience, donc pour prendre en compte, bien sûr, tous les aspects liés à l'amélioration de la qualité de l'éducation, travailler à montrer qu'en passant par les étapes par lesquelles nous sommes passés, on peut effectivement améliorer la qualité de l'éducation. Par exemple, je peux dire tout simplement que les encadreurs ont d'abord eu leurs compétences renforcées. C'est-à-dire les enseignants. Voilà, oui, ensuite les enseignants et les thèmes qui ont été utilisés. Bien sûr, on a constaté que les enfants étaient très faibles en français, en mathématiques. Voilà, et il fallait rapidement aller sur les thèmes voilà, par lesquels on pouvait renforcer les capacités des enseignants, donc pour leur permettre de travailler. Et ces thèmes étaient d'abord la lecture, voilà, les résolutions de problèmes en mathématiques, la pédagogie sensible aux gens, puis on a constaté que les filles
étaient beaucoup plus déscolarisés. Et pourquoi? Oui, c'est lié à plusieurs facteurs, notamment les mariages précoces, voilà, et les mariages forcés, les rapts. Et il y a aussi les pesanteurs socioculturels. Voilà, et il y a la pauvreté qui faisait qu'il fallait nécessairement utiliser les filles pour des travaux domestiques ou bien pour accompagner leur maman dans leur petit commerce. Alors, donc ça, c'était des réalités par lesquelles nous devrions axer notre sensibilisation et surtout nos formations sur la pédagogie sensible au genre. Voilà, permettre aux parents de comprendre que la jeune fille comme le jeune garçon, ils ont les mêmes droits pour d'aller à l'école et de pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité. Il y a aussi la question des méthodes actives, puisque comme c'est des jeunes enseignants pour la plupart, donc c'est vrai qu'ils ont bénéficié de formations dans les écoles nationales des enseignants du primaire, mais ces formations ne sont pas suffisantes. Donc il faut renforcer voilà, leurs capacités, surtout au niveau des méthodes actives telles que la pédagogie différenciée, telles que la métacognition. Voilà, et puis nous avons aussi renforcé leurs capacités en évaluation des critères d'évaluation de la lecture, voilà, donc pour leur permettre vraiment d'être à la hauteur. Il y a aussi le domaine de l'éducation inclusive, bon, qui prend en compte naturellement aussi la question des enfants handicapés et aussi des enfants qui sont issus de familles pauvres. Vous n'ignorez pas que la zone est une zone d'orpaillage. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui ont abandonné, qui sont allés sur les sites miniers, artisanaux, dont il faut travailler à les ramener, à les réinscrire. Et en 2019, on a fait revenir une vingtaine. Et cette année, une vingtaine d'enfants, oui, vous avez sorti de l'orpaillage pour les réintégrer. Cette année, nous sommes au nombre de 26 et nous avons même prévu des kits pour les accompagner. Cette année, c'est 26. Vous avez ramené que nous avons ramené. Alors, il y a aussi le fait que le projet vise à mettre l'accent aussi sur la gouvernance. On a dit gouvernance intégrée, éducation et citoyenneté. Alors, la gouvernance, c'est quoi de l'éducation? C'est permettre effectivement à toutes les parties prenantes vraiment de contribuer, bien sûr, par leurs apports. Voilà, c'est ça, les propositions, pour pouvoir permettre le développement de l'éducation. Si nous prenons au niveau des municipalités, c'est vrai, les conseils municipaux pour la plupart, bon, on a constaté qu'ils n'étaient pas très à l'aise dans leur rôle. Voilà, et nous avons par là, et puis il y a les syndicats d'enseignants, il y a les parents d'élèves, et nous avons mis en place des groupes de plaidoyer donc pour permettre à ces différentes entités de travailler ensemble et d'analyser à chaque rentrée scolaire les préoccupations de l'école, voilà, d'examiner les indicateurs, de voir quels sont les aspects sur lesquels ils doivent travailler, voilà, et insister, et aussi qu'ils soient impliqués, voilà, dans l'élaboration des plans d'action et budget au niveau communal et même au niveau des structures déconcentrées telles que la direction provinciale. Pour permettre aux écoles de bénéficier du budget assez conséquent. À vous entendre, on se rend compte que c'est un programme très ambitieux. C'est un programme très ambitieux déjà. Dans cette localité. Oui, est-ce que vous avez déjà un début de réponse? Oui, on a un début de réponse. Résultats. Par exemple, les taux de promotion d'une classe à une autre vont de 90 à 99-100%. Au certificat d'études primaires pour la session de 2020, nous intervenons dans 25 écoles. Et au niveau de ces 25 écoles, le taux de réussite est de 76,57%. Alors comparé au taux au niveau de la province qui est de 73,40%.
et qui dépasse les taux au niveau régional, et qui est de 71,47%, et nettement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 66,06%. Donc vous voyez que ça fait que la province de la Nyanya est située en tout cas en deuxième position. Je crois en 2018, il était première au niveau de la région de l'Est. Ah oui, rien que ça. Voilà, rien que ça, on peut dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est une expérience pour montrer effectivement qu'on peut développer, améliorer la qualité de l'éducation, bien sûr à travers le renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux. Et aussi, j'oubliais en passant que nous avons mis également en place des gouvernements scolaires. Voilà, avec. C'est quoi le gouvernement scolaire? Le gouvernement scolaire, c'est le gouvernement au niveau des écoles. Voilà, et ils sont élus. C'est un gouvernement tout comme le gouvernement que nous voyons au niveau avec un chef, voilà, avec un président, voilà, un premier ministre, des ministres. Alors cette organisation leur permet effectivement de travailler, de se responsabiliser. Par exemple, si vous prenez les ministres de l'Éducation nationale, ils s'assurent qu'effectivement tous les élèves travaillent, puisqu'il y a des groupes d'études, voilà, et même pendant la nuit. Donc ils passent de concession en concession, voilà, pour s'assurer qu'effectivement ces camarades sont en train d'apprendre. Donc le ministre de la Santé et de l'Hygiène s'occupe, fait tout pour que élèves, voilà, la santé soit en bonne santé. Ah, c'est intéressant ça. Alors, nous avons fait venir quelques membres du gouvernement scolaire l'année dernière. Ils ont été reçus par le ministre de l'Éducation nationale, qui a été vraiment très ravi. Je crois que l'expérience, il a trouvé très porteuse. Et souhaiterais même que nous puissions avoir voilà, des gouvernements scolaires, étendre ça à l'ensemble du pays, voilà, au plan national. Voilà. Donc, en tout cas, ce projet, il est ambitieux. C'est de montrer qu'effectivement, on peut développer la qualité de l'éducation en partant des faiblesses qui sont constatées à travers les évaluations. En impliquant, voilà, et en impliquant tous les acteurs concernés, en renforçant leurs capacités pour que chacun puisse jouer son rôle. Si nous prenons les parents d'élèves, on a renforcé leurs capacités, qu'on maîtrise leur rôle et responsabilités, et ils ont leur budget donc qu'ils élaborent. Et vraiment, ici, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Élèves, voilà, enseignants, voilà, tout à fait, municipalités, tous les acteurs locaux. Tous les acteurs locaux. Et ça apporte une énergie extraordinaire qui permet de booster la qualité de l'enseignement et de donner des résultats. Et tous les services sont impliqués. Tous les services sont impliqués. C'est extraordinaire. Voilà, ouais. Merci, M. Tahirou Traoré. Certainement qu'avec les années, avec le temps, ce programme pourra être implémenté partout au Burkina Faso. Voilà. Et pour terminer, voilà, vos projections pour terminer. Donc pour terminer, bon, tout ce que nous souhaitons est que l'année scolaire qui commence se déroule très bien. Bien, tout à fait. Voilà, et que bon, ce que nous sommes en train de mener comme expérience puisse être dupliqué voilà, au niveau à d'autres régions, donc pour que ensemble nous puissions contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays. Je rappelle que vous êtes Tahirou Traoré, coordonnateur de la coalition éducation pour tous au Burkina Faso, et que vous menez ce programme avec Danida et puis l'ONG Oxfam. Merci d'être venu. C'est important ce que vous faites quand on sait le rôle important de l'éducation dans la lutte contre plusieurs fléaux, que ce soit contre le terrorisme, contre le grand banditisme, contre la pauvreté. Tout part de la qualité de l'éducation et de la capacité d'un État à ne laisser personne au bord de la route pour que les uns et les autres puissent être vraiment conscients de l'importance et de leur place dans la société burkinabé, dans la société en général. Merci, M. Tahirou Traoré. Merci, Siaka Koulibaly. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis jusqu'à cette heure. C'est ici que prend fin sur cette info. Merci de l'avoir suivi. Et puis, on se retrouve la prochaine semaine. Bonne fin de week-end.